Bonjour à tous pour cette présentation sur le Pentacam XL Wave de la firme Oculus. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Louis Hoffard de la clinique Monticelli Vélodrome à Marseille. Celui-ci va nous faire part de son retour d'expérience avec cet instrument. Professeur, la parole est à vous. Merci Frédéric, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à vous faire partager mon expérience pratique avec le Pentacam AXL Wave que j'ai eu l'occasion et le plaisir d'essayer pendant plusieurs mois. Alors, l'évolution de la gamme Pentacam, c'est une histoire avec un certain recul maintenant, avec la naissance du premier Pentacam en 2002, l'évolution vers la haute résolution ensuite en 2007 et jusqu'en 2011, avec une gamme plutôt dédiée à la chirurgie réfractive. Le Pentacam AXL en 2015, qui a ajouté la biométrie par interférométrie au premier dispositif Pentacam, donc avec une orientation vers la chirurgie de la cataracte, notamment la chirurgie de la cataracte premium. Et enfin, le dernier né, le Pentacam AXL Wave, qui ajoute encore la bérométrie. Donc cette gamme, maintenant, elle est complète et s'intéresse aussi bien à la chirurgie réfractive cornéenne qu'à la chirurgie réfractive intraoculaire par implant et notamment par implants multifocaux. Alors, un bref rappel sur la bérométrie. La bérométrie, ça semble quelque chose de très théorique, mais finalement, c'est assez intuitif lorsqu'on y prête un petit peu d'intention. Donc le Pentacam Wave, il possède un béromètre dit Hartmann-Shack. Donc Hartmann-Shack, c'est une technologie parmi d'autres pour évaluer la bérométrie. En pratique, c'est un capteur CCD avec des micro-lentilles, plus de 400 micro-lentilles dans le cadre du Pentacam. Et en fait, ces micro-capteurs, ils vont recueillir la déformation d'une onde lumineuse qui s'est propagée à l'intérieur des milieux transparents, des milieux optiques de l'œil. C'est-à-dire, on projette dans l'œil une onde parfaite, plane, qui va traverser le dioptre cornéen, le cristallin, être réfléchi sur la cornée, et ressortir de l'œil à travers ce système optique. Et en fonction de la déformation de cette onde, par rapport à l'onde initiale émise à l'intérieur de l'œil, on va en déduire les qualités optiques du milieu traversé, et chaque lentille va être stimulée avec plus ou moins de retard, c'est-à-dire un décalage de phase par rapport à la phase initiale. Et c'est ça que va analyser la béromètre de Hartmann-Shack, c'est ce décalage dans le temps de l'onde lumineuse, et donc en déduire les anomalies au niveau du système optique de l'œil, qu'il s'agisse du cristallin, de la cornée, ou ce qui se passe entre les deux finalement. Donc la bérométrie, c'est ça. La présentation de l'interface du Pentacam a également évolué avec l'introduction de cette abérométrie Hartmann-Shack. Et voici l'interface de mesure actuelle du Pentacam, donc légèrement différente de celle qu'on connaissait auparavant. On va dire qu'on a tout de même un gain en clarté de la présentation du logiciel. Et la mesure va consister à acquérir chacun des 5 paramètres évalués par le Pentacam AXL Wave. Cette vidéo. Malheureusement, voilà, je pense que c'est reparti. Voilà, donc le Pentacam, tout d'abord, évalue la réfraction du patient par la mesure abérométrique, donc une mesure de réfraction extrêmement précise. En même temps, il mesure la déformation du fondant, donc la bérométrie, réalise une image par rétroillumination de la pupille, va mesurer la longueur axiale par interférométrie. Vous avez vu comme l'ensemble des mesures s'enchaînent rapidement. Et après la mesure de la longueur axiale, on va retrouver les mesures usuelles du Pentacam, notamment la tomographie, avec l'ensemble des 25 voire 50 coupes qui vont être réalisées en 2 secondes pour la tomographie cornéenne standard en 25 coupes. Donc là, on retrouve l'interface habituelle. Donc une seule mesure, une seule interface qui regroupe l'ensemble des 5 mesures qui peuvent être réalisées par le Pentacam AXL. Et de manière extrêmement rapide. L'ensemble des résultats va être présenté sous une nouvelle forme, sur un nouvel écran, un nouveau template, ce qu'on appelle la séquence complète qui regroupe l'ensemble de ces informations qui ont été mesurées.
On va distinguer ce qu'on appelle la performance visuelle totale ou globale, hein, c'est-à-dire la déformation d'un optotype vu à travers la vision, à travers le système optique du patient. Donc ici, la déformation de cet optotype E qui caractérise la performance visuelle du patient, la taille de la pupille en mésopique, l'aspect de la pupille en rétroillumination, à la recherche d'un trouble des milieux, l'aspect de la pupille en photopique. Également la réfraction, donc comme on l'a dit, la réfraction mesurée par abérométrie, donc extrêmement précise, et certaines études ont déjà démontré et corrélé de très très près par rapport à une réfraction subjective réalisée chez le patient. Donc vraiment une mesure extrêmement précise de la réfraction du patient, extrêmement rapide à obtenir. La mesure abérométrique avec les paramètres habituels, hein, c'est-à-dire les aberrations de haut degré, le RMS, l'aberration sphérique, la mesure du coma. La biométrie également, hein, donc là aussi une mesure biométrique par interférométrie, qui est dans ce qui se fait de mieux en termes de standards de qualité de mesure actuellement. La tomographie, hein, donc là on retrouve les aspects classiques du pentacam avec l'imagerie Scheimpflug et les différentes cartes tomographiques et topographiques qui peuvent en être issues avec les différentes valeurs d'astigmatisme, de profondeur de champ antérieure, d'autres mesures biométriques du segment antérieur. L'intérêt de l'ensemble de ces informations, ça va être de pouvoir préciser quelle est l'anomalie à l'origine de cette limitation de l'acuité visuelle du patient. Hein. On voit bien ici que, bien sûr, la qualité visuelle n'est pas satisfaisante. Pourquoi? Hein, c'est ça qui est intéressant avec le Pentacam AXL Wave. C'est que d'autres écrans d'analyse abérométrique vont permettre de situer le niveau de cette anomalie. Est-ce qu'il s'agit d'une anomalie cornéenne, hein, donc on étudie les aberrations cornéennes de la face antérieure, mais également de la face postérieure, les aberrations internes, cristallin, ou éventuellement un astigmatisme rétinien, pourquoi pas. Et enfin, la barométrie totale. Hein. Les aberrations internes correspondent à la différence entre la barométrie totale moins les aberrations cornéennes. Dans le même temps, vous retrouvez une cartographie cornéenne, hein, donc on peut choisir le type, hein, comme sur tout pentacam, une image de la pupille en rétroillumination, et l'image des mires de l'abéromètre Hartmann-Shack, avec l'éventuel déphasage de phase qui va correspondre à cette déformation liée aux aberrations visuelles de la perception du patient. Également des valeurs quantitatives hein, de la réfraction avec l'équivalent sphérique, la sphère, le cylindre, l'axe du cylindre, bien évidemment, et les mesures abérométriques dont nous venons de parler. Quelques rappels sur les aberrations. Là aussi, on peut simplifier cette pyramide des polynômes de Zernicke en deux types. Les aberrations de bas degré, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, de l'ordre 0 jusqu'au deuxième ordre, et les aberrations de haut degré, c'est-à-dire le reste de la pyramide. Et on va voir que uniquement quelques-unes parmi ce nombre important de types d'aberrations va nous concerner, va nous intéresser. Plus on descend vers le bas de la pyramide, moins l'impact visuel de ces aberrations est important. Bien évidemment, les aberrations de bas degré sont les plus importantes en termes de conséquences visuelles, c'est-à-dire c'est la sphère ou l'astigmatisme. Et enfin, certaines aberrations de haut degré vont avoir un impact visuel, mais la plupart d'entre elles peuvent être néanmoins négligées. Les aberrations de bas degré, on l'a dit, ce sont les trois premiers ordres, hein, l'ordre 0, 1 et 2. En pratique, ce qui nous intéresse dans la réfraction, c'est les aberrations de deuxième ordre, c'est-à-dire la modification, l'anomalie de la sphère, la myopie ou l'hypermétropie, et le cylindre. Les deux premières correspondent grosso modo à ce qu'on appelle le piston, c'est-à-dire le décalage de la mesure par rapport au vertex de la cornée du patient, et le tilt, c'est-à-dire l'inclinaison de l'œil au cours de la mesure, donc elles sont négligeables en pratique clinique. Et bien sûr, les aberrations de bas degré de deuxième ordre sont l'essentiel de l'examen réfractif du patient. Comme on l'a dit, il s'agit de la sphère ou de l'astigmatisme. Et le calcul de la réfraction par abérométrie va se faire à partir de l'évaluation de ces polynômes de Zernicke, qui vont permettre d'évaluer la réfraction du patient de manière, encore une fois, extrêmement bien corrélée à la réfraction subjective qui peut être effectuée chez le patient. Notre façon de représenter ces aberrations se fait sur cet écran, où on va retrouver les aberrations, on l'a dit, de bas degré, hein, c'est-à-dire la sphère, le cylindre,
L'intérêt, c'est qu'on peut modéliser la réfraction du patient en fonction de son diamètre pupillaire. On va choisir le diamètre de pupille pour lequel le calcul a été effectué, et ça peut par exemple vous permettre de simuler une réfraction nocturne ou diurne chez le patient, avec bien évidemment la myopisation qui s'accompagne de la dilatation pupillaire la nuit. Donc ça peut permettre également d'expliquer au patient qu'il peut être amené à percevoir des halos, par exemple, en vision nocturne du fait de sa myopisation naturelle. On va retrouver sur cet écran également certains paramètres concernant les aberrations de haut degré, hein, avec ce qu'on appelle le RMS-HOA, High Order Aberration, qui correspond donc aux aberrations de haut degré, le RMS des Low Order Aberration, c'est-à-dire les aberrations de bas degré, et certaines aberrations de haut degré bien connues, l'aberration sphérique, ce qui est très important notamment en chirurgie réfractive de la presbytie, ou lors d'utilisation d'implants intraoculaires, des aberrations très délétères pour la vision, comme le coma, qui est un décalage par rapport au plan rétinien de la formation de l'onde lumineuse. Donc ces aberrations de haut degré, on va les retrouver au troisième et quatrième ordre, avec ce qu'on appelle le coma, que vous voyez représenté ici, hein, c'est-à-dire un plan de l'image est focalisé en avant de la rétine, une partie de l'image est focalisée en arrière de la rétine, ce qui entraîne notamment des sensations visuelles désagréables, à type de halo, de double contour. Une aberration très importante, c'est l'aberration sphérique, qui est une donnée essentielle en chirurgie réfractive, qu'il s'agisse de chirurgie réfractive cornéenne, hein, comme le presbylavique, on va chercher plutôt à induire de l'aberration sphérique négative, ou lors d'utilisation d'implants intraoculaires, étant donné que la plupart de ces implants sont asphériques, l'idée c'est d'utiliser le bon implant pour conserver une asphréricité proche de la sphéricité naturelle. La sphéricité naturelle visant à donner de la profondeur de champ au patient et à donner donc une bonne qualité de vision avec une certaine possibilité de défocus, c'est-à-dire de vision de près notamment. Donc ces mesures aberrométriques, c'est quelque chose de quotidien finalement lorsqu'on fait de la chirurgie réfractive. On retrouve ici sur cet écran donc l'ensemble des informations synthétisées sous forme d'histogrammes, de valeurs quantitatives de réfraction, de valeurs quantitatives aberrométriques, une carte aberrométrique qui ressemble finalement un peu à de la topographie cornéenne et l'image de la pupille du patient, et ainsi que la répartition des aberrations sur cet histogramme où on retrouve l'identification des polynômes de Zernicke avec, on l'a vu, notamment les premiers ordres qui sont très importants pour obtenir, enfin, qui conditionnent la qualité visuelle du patient. Et plus on descend vers le bas de ces histogrammes, moins ceux-ci ont d'impact visuel et plus on les néglige finalement. Quelques cas pour illustrer l'intérêt de la bérométrie associée au pentacam. Ce patient, par exemple, hein, donc on va retrouver la séquence complète avec l'imagerie pupillaire, hein, mésopique, photopique, la rétroillumination qui ne retrouve pas de trouble du milieu, une image de performance visuelle globale satisfaisante, la cartographie des aberrations, où finalement on retrouve assez peu d'aberrations chez ce patient, des données réfractives proches de l'hémétropie, hein, avec un équivalent sphérique extrêmement faible, très peu d'astigmatisme chez ce patient, des valeurs aberrométriques satisfaisantes, hein, donc le RMS-HO pour High Order Aberration, qui est inférieur à 0,3 microns, donc ici 0,137 hein, chez le patient, donc un patient qui a très peu d'aberration visuelle. Une aberration sphérique, là aussi, proche de la normale, hein, c'est entre 15 et 30 microns, généralement, le taux d'aberration sphérique, donc on est assez proche de la normale. Assez peu de coma chez ce patient, inférieur à 0,1. C'est un bon résultat. Une longueur axiale légèrement faible, légèrement courte, un œil donc plutôt à tendance hypermétrope, mais proche de la normale. Une tomographie, là aussi normale, avec l'aspect en coupe qui ne retrouve pas d'opacité des milieux. Une carte de puissance réfractive qui correspond à une cornée prolate, hein, c'est-à-dire avec une cornée plus puissante au centre, avec une diminution de la puissance vers la périphérie, et des valeurs kératométriques normales. Donc il s'agit donc bien d'un œil normal, ce qui est confirmé par l'ensemble de ces analyses. Un autre cas, donc un patient astigmateureux. Alors pourquoi un astigmateureux? Lorsqu'on regarde sa topographie cornéenne, on se rend compte que ce patient a un certain degré d'astigmatisme, hein, d'environ entre 3 et 5 dioptries d'astigmatisme en fonction
de la zone analysée, mais lorsqu'on s'interroge sur sa performance visuelle globale, on voit que l'optotype E est assez bien délimité, hein, donc assez peu d'astigmatisme au final dans le résultat visuel global de ce patient. Et lorsqu'on distingue entre l'astigmatisme cornéen ici, qui correspond donc à l'aspect topographique ci-dessous, et l'aspect interne, on observe bien qu'il y a une compensation finalement entre l'astigmatisme cornéen et l'astigmatisme interne pour arriver à ce bon résultat visuel. Et lorsqu'on regarde l'image de la rétroillumination pupillaire, effectivement, on retrouve la présence d'un implant et d'un implant torique dont on observe des marques ici, qui est tout à fait calé sur l'astigmatisme cornéen du patient. Donc effectivement, c'est un bon résultat d'implantation multifocale torique avec un axe parfaitement aligné sur l'axe de l'astigmatisme cornéen. Donc un astigmate heureux car il a été corrigé. Ici, on retrouve l'aspect de la séquence complète pour le même cas, donc toujours avec cet astigmatisme cornéen, ce bon résultat visuel global, les images des pupilles, l'image en rétroillumination, qui, si on regarde bien, on retrouve l'implant avec ses marques, l'analyse abérométrique totale, ici qui retrouve peu d'aberrations, avec une pupille de petite taille dans le cas de ce patient, et finalement un équivalent sphérique très faiblement hypermétropique, ce qui correspond tout à fait au bon résultat d'un implant multifocal. Donc l'analyse confirme bien la bonne réussite post-opératoire de l'implantation chez ce patient. Les différents paramètres, on retrouve l'image en rétroillumination pupillaire, et l'intérêt, c'est que sur cette rétroillumination pupillaire, vous pouvez tout à fait superposer la cartographie topographique de l'astigmatisme cornéen et confirmer que l'axe de votre implant correspond bien à l'axe de l'astigmatisme cornéen, et donc évaluer là aussi votre résultat post-opératoire, et par exemple en cas de décalage de l'implant, pouvoir calculer la rotation nécessaire qu'il faudrait appliquer à celui-ci pour obtenir un bon résultat réfractif. Un autre cas, mais là un patient plutôt mécontent, avec une performance visuelle globale néanmoins acceptable, mais avec tout de même des phénomènes de halo, de double contour, donc il y a de l'astigmatisme résiduel, ce qui est confirmé sur les mesures réfractives avec environ 0,7 dioptrie d'astigmatisme résiduel. Ce qui l'on sait est assez délétère pour la vision chez ces patients chez qui la performance réfractive doit être parfaite, la qualité post-opératoire doit être parfaite. Et lorsqu'on regarde les différents examens, on va s'apercevoir effectivement qu'on retrouve là aussi un implant multifocal. Et on va voir un petit peu plus près. L'implant multifocal torique avec ces marques, ces axes d'alignement ici qui est pratiquement vertical, qui est tout de même décalé par rapport à l'astigmatisme cornéen, ce qui explique cet astigmatisme résiduel et l'insatisfaction relative du patient après l'implantation. Donc cette image va permettre par exemple de pouvoir vous indiquer ce qu'il faut réaliser comme correction chez le patient et peut-être à proximité de l'implantation, dans le temps, effectuer une rotation de cet implant pour pouvoir l'aligner avec l'astigmatisme cornéen et enfin satisfaire le patient. L'intérêt de la rétroillumination, on l'a vu, c'est simple, c'est assez intuitif, mais ça va vous permettre d'identifier un trouble des milieux, qu'on voit par ici, avec une cataracte sous-capsulaire, comme dans le cas de ce patient, ou encore une cataracte secondaire avec les plis de la capsule associés en arrière de l'implant chez ce patient pseudo-FAC. Donc une information simple, mais très importante, et qui permet d'analyser la situation avant même d'avoir examiné le patient et déjà de vous permettre de donner un début de réponse au patient sur l'origine de son trouble visuel. Un autre exemple, alors ça, il s'agit d'un astigmatisme post-opératoire, mais finalement, que se passe-t-il? Ce patient, on se rend compte que la performance visuelle globale est assez moyenne, avec là aussi un décalage, un aspect en double contour, donc qui correspond bien à l'astigmatisme, qu'on va retrouver sur les mesures réfractives issues de l'aberration, de la mesure abérométrique, avec un cylindre, vous voyez, de 1,7 dioptrie résiduelle en post-opératoire, ce qui n'est pas satisfaisant. L'analyse de la cornée ne montre pas d'anomalie, on a une bonne qualité de vision, une bonne qualité optique de la cornée, et on se rend bien compte que la plupart des aberrations visuelles sont liées à des anomalies d'origine interne à l'œil du patient. Et lorsqu'on regarde l'image en rétroillumination, on se rend bien compte du décalage de l'implant, il y a une subluxation de l'implant
probablement lié à un problème de stabilité dans le sac capsulaire et qui induit donc cet astigmatisme extrêmement délétère pour la qualité de vision. Et là aussi, donc, on a un début de réponse à donner aux patients sur l'origine de ce trouble et éventuellement une solution à lui proposer. Un autre cas de baisse d'acuité visuelle post-opératoire, à, à distance en fait d'une intervention qui avait été réalisée plusieurs années auparavant. En fait, que se passe-t-il? Performance visuelle globale assez médiocre, hein, on voit avec de l'astigmatisme, ce qui est confirmé sur les mesures réfractives avec une dioptrie 19 d'astigmatisme. Des mesures aberrométriques finalement assez satisfaisantes, hein, on va retrouver essentiellement euh, des anomalies liées au cylindre, hein, mais assez peu d'aberrations de haut degré. L'image de la pupille ne montre pas d'anomalie particulière, notamment taille de la pupille sans particularité, il n'y a pas d'opacité corticale visible aisément. L'aspect topographique va retrouver plutôt une cornée oblate, hein, c'est-à-dire une cornée avec une diminution de sa puissance centrale et une augmentation périphérique, ce qui correspond typiquement à une chirurgie de la myopie. Et d'ailleurs, la mesure de la longueur axiale en biométrie confirme le caractère myope de cet œil avec une longueur axiale de 26 mm. Donc, que s'est-il passé chez ce patient, hein, donc, qui a déjà bénéficié auparavant d'une chirurgie myopique manifestement et qui, quelques années plus tard, présente une baisse de son acuité visuelle? Eh bien, si on va regarder les aberrations, on se rend compte que dans le cas de ce patient, hein, c'est le même patient que la diapositive précédente, la qualité de vision liée à la cornée est satisfaisante, que la qualité de vision globale est assez moyenne, mais que la plupart des anomalies proviennent finalement, sont d'origine interne et donc correspondent donc à une cataracte probablement nucléaire dans le cas de ce patient, étant donné qu'on ne retrouve pas d'anomalie corticale en rétrolumination. Donc vous voyez l'intérêt de la mesure aberrométrique associée à l'analyse des antécédents de chirurgie réfractive de ce patient, donc permettre de finalement caractériser le fait que la chirurgie cornéenne n'est pas en cause, qu'il n'y a pas eu d'évolution négative sur le plan cornéen, mais par contre que le patient s'est myopisé du fait de l'apparition d'une cataracte nucléaire dans les suites de son évolution naturelle finalement. Un autre exemple, hein, un peu sur le même schéma, avec une chirurgie cornéenne, on voit là aussi une cornée oblate, donc une chirurgie myopique, une performance visuelle très dégradée chez le patient. La cornée est peut-être un peu moins satisfaisante que quelques années auparavant, mais la plupart des anomalies, des aberrations visuelles sont d'origine là aussi interne, avec, on commence à voir apparaître des discrètes anomalies en rétroillumination qui expliquent l'apparition de cette cataracte secondairement chez le patient ayant bénéficié d'une chirurgie réfractive cornéenne et finalement la diminution de ses performances visuelles. Un autre cas encore plus sévère où clairement les aberrations internes sont majeures et on observe bien ici sur l'aspect en rétrolumination euh, la présence de cavaliers corticaux qui correspondent à cette cataracte cortico-nucléaire. Le grossissement permet de voir plus aisément ces anomalies. Donc effectivement, on confirme bien au patient que sa baisse d'acuité visuelle est liée aux anomalies de la lentille cristallinienne qui se pacifie progressivement et qui entraîne des aberrations visuelles. Un autre cas, ce coup-ci, donc là, ce qu'on comprend effectivement dans l'analyse, c'est qu'il s'agit essentiellement d'une anomalie cornéenne dans la genèse des aberrations visuelles chez le patient. Hein, la qualité de vision globale est mauvaise, les aberrations internes finalement, il y en a assez peu, hein, une image en rétroillumination est assez satisfaisante, peut-être avec néanmoins quelques petites opacités corticales, mais la genèse des aberrations visuelles sont essentiellement liées à la cornée. Et lorsqu'on regarde la carte de puissance réfractive cornéenne, on se rend compte qu'on a une cornée très hétérogène, très irrégulière, et lorsqu'on utilise le pentacam pour analyser encore un peu plus loin ce qui se passe chez le patient, donc on utilise par exemple le module de densitométrie, on va retrouver des carototomies radiaires, ici qu'on observe très très bien en densitométrie cornéenne, qui correspondent tout à fait à l'origine de cet astigmatisme irrégulier, responsable de la baisse d'acuité visuelle, sans que le patient finalement présente d'anomalies internes et une chirurgie de la cataracte n'aurait sans doute pas beaucoup d'intérêt chez lui en termes d'amélioration de l'acuité visuelle, mais on va plutôt travailler sur la cornée, avec éventuellement une adaptation en contactologie, une chirurgie laser de surface ou autre pour améliorer la régularité cornéenne, mais les aberrations internes sont peu liées.
Un autre cas, où on va retrouver des anomalies cornéennes qui vont générer l'essentiel des anomalies visuelles globales, hein, bien qu'on observe quand même chez ce patient, oui, c'est un peu une forme mixte, néanmoins des aberrations également internes. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que les aberrations cornéennes se compensent partiellement avec les aberrations internes, hein, parce qu'on observe ici sur l'image de rétroillumination une cataracte corticale pour aboutir à une qualité de vision qui est certes pas satisfaisante, mais néanmoins inférieure à chacune des composantes au niveau de l'œil, hein, qu'il s'agisse de la cornée ou des anomalies internes. Et finalement, qu'est-ce qui se passe sur cette cornée chez ce patient? Donc là aussi, une cornée plutôt irrégulière, hein, avec un astigmatisme irrégulier. Et lorsqu'on regarde la cornée de ce patient, on va retrouver finalement une dystrophie de la membrane basale, une dystrophie de Kogan, responsable de la baisse d'acuité visuelle chez ce patient. Donc là aussi, on peut dire au patient, ok, vous avez une cataracte, mais vous avez également une anomalie de la cornée. Donc on va d'abord s'occuper peut-être des anomalies cornéennes avec du laser de surface pour restituer une surface cornéenne satisfaisante. Et dans un deuxième temps, il faudra également s'occuper de la chirurgie de la cataracte pour que vous ayez un résultat globalement bon. Donc vous voyez, on comprend très très bien l'intérêt de l'utilisation et de l'association de la bérométrie à l'appareil que nous connaissons bien avec le Pentacam, hein, encore plus dans sa version AXL, du fait de la présence de la biométrie qui est associée. L'intérêt, c'est qu'on a un appareil tout en un, hein, qui va réaliser une réfraction extrêmement précise, très très bien corrélée aux valeurs cliniques, une mesure aberrométrique, une mesure d'exploration du segment antérieur par rétroillumination, la mesure biométrique et bien évidemment l'analyse en topographie et en tomographie Scheimpflug des différents composants du segment antérieur du patient, ce qui permet de donner et d'analyser de manière extrêmement fine la qualité optique visuelle du patient et d'analyser chacun des composants qui est responsable de cette qualité globale. Donc c'est vraiment un outil tout en un qui est très intéressant et très stimulant à utiliser. Je vous remercie pour votre attention. Merci Louis, merci beaucoup pour ce partage de cas cliniques très très parlant. Alors avant de nous quitter, il y a deux questions qui reviennent. La première, est-ce qu'il y a un avantage particulier à utiliser ce type d'équipement pour le patient en tant que tel? Oui, 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 parce que ça permet une analyse globale, hein, on l'a vu en quelques secondes finalement, on obtient l'ensemble des informations importantes, hein, de la réfraction jusqu'à la mesure aberrométrique, la mesure de la longueur axiale, la topographie. Donc ça permet effectivement d'analyser chacun des composants finalement du système optique de l'œil et de cibler très finement où se situe l'anomalie dans l'œil du patient. Et on l'a vu, c'est très pédagogique, hein, on peut montrer l'écran au patient, lui expliquer, regardez, vous voyez là, c'est votre vision globale, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Alors peut-être d'abord il faut s'occuper de la cornée, et puis dans un deuxième temps du cristallin, ou alors au contraire le cristallin est clair, il n'y a aucun souci, c'est pas du tout un problème de cataracte, c'est un problème de cornée. Voilà, donc c'est très pédagogique pour le patient, et ils apprécient notamment qu'on puisse leur expliquer simplement ce qui ne va pas chez eux, quoi. Très bien. Et la dernière question, quels sont les plus de cet instrument dans le cadre de la sélection d'un plan premium? Bah, l'implant premium, finalement, c'est la chirurgie la plus exigeante et il faut absolument que tous les paramètres soient finement évalués pour pouvoir, là aussi, proposer aux patients une solution et avec des objectifs qu'on va être en mesure de tenir. Donc, bien sûr, les paramètres aussi simples que la biométrie sont capitaux, hein. Il faudra une biométrie extrêmement précise, dans ce qu'on a avec la mesure interférométrique, d'autant plus qu'elle est couplée à une véritable topographie cornéenne, hein. Ce n'est pas un simple biomètre avec l'analyse de 36 points sur quelques millimètres. Non, là, il s'agit d'une analyse globale de la cornée, aussi bien de la face antérieure que de la face postérieure, couplée à une mesure interférométrique, donc c'est ce qui se fait mieux en termes de biométrie. Donc déjà, ça c'est le premier élément. Et ensuite, une analyse, on l'a vu, des différents paramètres optiques du patient, notamment son aberrométrie, son aberration sphérique, parce que peut-être, en fonction du taux d'aberration sphérique, on va choisir un implant qui induit plus ou moins d'aberration sphérique, parce que l'aberration sphérique, ça aussi, c'est quelque chose qui va conditionner le résultat visuel du patient. Est-ce qu'il va avoir des halos, notamment quel va être le niveau de vision de près qu'on va pouvoir lui donner
et bien sûr, l'analyse de toute autre anomalie de la cornée, qu'il s'agisse d'astigmatisme irrégulier, voire même d'anomalies de la face cornéenne postérieure, hein, telles que la dystrophie de Fuchs, qu'on est capable de dépister, ne serait-ce qu'avec la densitométrie du pentacam. Donc c'est vraiment un appareil extrêmement complet. Et lorsqu'on fait de la chirurgie premium, de la chirurgie de la multifocalité, il faut absolument être capable d'appréhender l'ensemble de ces paramètres de manière extrêmement fine et d'y être très attentif. Très bien. Merci, professeur Farr, pour ces précisions et pour votre témoignage. Et à très bientôt. Merci, merci beaucoup pour l'invitation.